YouTubien, YouTubienne, bonjour, bienvenue. Vous êtes ici sur la rediffusion d'un live Twitch. Alors, pour vous, c'est le début. Pour nous, on est en live depuis plus d'une heure. Voilà, on s'est déjà engueulé avec le chat sur plein de sujets. Alors là, vous avez manqué des bans de bonne à loi, des sujets d'engueulade, mais alors sévères. Vous avez manqué, voilà, une discussion sur la grossophobie, sur le commentaire du physique des personnes sur Internet. Alors, pour vous, peuple de YouTube, je vous le dis, voilà, quand vous laissez des commentaires sur YouTube, par exemple, bon, ne commentez pas le physique des gens, voyez, soyez civilisés, essayez de vous souvenir que derrière votre écran, chez chaque youtubeur et youtubeuse, il y a un petit cœur qui bat et qui est sensible aux mêmes choses que vous. Voilà. Est-ce que vous aimeriez qu'on commente votre physique? Non. Bon, bah, c'est pareil pour tout le monde. Voyez, voilà. Donc, vous avez loupé tout ça. Bon, si vous ne voulez rien louper de ces discussions, rejoignez-nous. Bien sûr en direct, tous les lundis, mercredis, vendredis matin. Voilà, vous pourrez vous aussi vous faire engueuler sur le chat. N'est-ce pas? N'est-ce pas, après tout, une très bonne expérience. Bon, évidemment, si vous n'aimez pas ce format, si là vous êtes en train de vous dire mais que se passe-t-il? Où suis-je? Qu'entends-je? Qui diable est ce chroniqueur dont j'ai l'habitude d'entendre une voix bien cadrée, un texte bien travaillé, façonné, ciselé jusqu'à chaque mot, et qui là se lance dans des improvisations sans queue ni tête, dont on ne sait exactement d'où elles partent et encore moins où elles arrivent? Qu'est-ce que c'est que ce format à l'emporte-pièce? Pourquoi m'impose-t-on une vidéo de plusieurs heures dans laquelle, évidemment, il y a des minutes entières où aucun sujet de fond n'est abordé, comme par exemple en ce moment? Mais que se passe-t-il? Je ressens une haine féroce. Ne voudrais-tu pas, s'il te plaît, faire preuve de concision? Ne pourrais-tu pas, s'il te plaît, résumer cette pensée qui s'est étalée sur 3 heures en, comme j'en ai l'habitude, 3 minutes 30? Bon, si vous pensez ça, vous en avez le droit. C'est manifestement que Twitch n'est pas fait pour vous. Écoutez, il en faut pour tout le monde. J'ai envie de vous dire, on se retrouve dimanche, voilà, pour ma chronique sur France Info. Vous serez en terrain plus connu. Vous me retrouverez dans un cadre tout à fait cadré et cadrant pour parler tel Pierre Bourdieu. Et voilà, ne laissez pas de méchants messages. N'oubliez pas que derrière ce chroniqueur, il y a aussi un cœur qui bat. Bon, allez, j'avance. J'avance évidemment. Très fan de tes tirades de ce style. Merci beaucoup de donner un Oscar à cet homme. Merci beaucoup Darkavlis pour ton Prime et Phil Sensei qui offre 10 subs. Merci infiniment mon cher Phil. C'est d'une gentillesse et d'une générosité et j'ai envie de dire d'une bienveillance sans pareil. Merci beaucoup. Merci à tous les abonnés qui soutiennent ce stream. Bien. Donc, ce matin, on va parler de moult petits sujets et j'annonce d'ores et déjà, on va atterrir sur, bien sûr, Aurore Berger et les associations féministes. C'est un sujet important, ça a émergé cette semaine, on ne l'a pas encore traité sur cette chaîne. On arrive un peu après la bataille, mais en fait, on n'arrive pas après la bataille parce que c'est un sujet trop important et je pense qu'il est bon de s'y confronter. Avant de parler de ça, on va faire, hop là, ça va être très court, ouais, ça va être très court, mais on va refaire un dernier point sur Mayotte. Alors vous savez, j'y ai consacré les 2 derniers streams, donc c'est une question qui pour moi est importante, mais un dernier point pour Mayotte parce que quand même, on va pas se priver d'un petit moment. Qui c'est qui l'avait dit? Qui c'est qui l'avait dit? Regardez-moi ça, droit du sol, 2 points, Gérard Larcher suggère de ne pas limiter le débat à Mayotte. Qui c'est qui l'avait dit que c'était pas une bonne idée? Que le ministre de l'Intérieur commence à parler de restreindre le droit du sol à Mayotte. Qui c'est qui l'avait dit qu'il fallait pas faire ça? Alors voilà, donc je reviens pas sur ce que j'ai dit et sur toutes les raisons pour lesquelles supprimer le droit du sol est évidemment la pire des solutions. C'est totalement contraire à la tradition républicaine française. Le droit du sol fait partie intégrante. De l'histoire de la République française, de sa conception de la nationalité et de la nation. Le droit du sol existe dans quasiment tous les pays européens, y compris l'Allemagne, contrairement à ce que certains ou certaines croient régulièrement. Et je rappelle que de manière tout à fait concrète, si tu supprimes le droit du sol, la conséquence c'est que un enfant né de parents étrangers sur le sol français n'aura jamais la nationalité française.
Ça veut dire que si tu supprimes le droit du sol, un enfant de parents... alors, tu peux... Un enfant de parents... Par exemple, si tu supprimes purement et simplement le droit du sol, si tu as un couple de Polonais, oui, le nom de famille Viktorovitch, il vient plutôt de là-bas. Hein. C'est un couple de Polonais qui vient s'installer en France et qui a un gamin. Et ce gamin, il grandit en France, il fait toute sa vie en France, il fout jamais le pied en Pologne, ou une fois pour les vacances d'été peut-être. Ses amis sont français, sa culture est française, sa langue est française, il parle peut-être même pas polonais d'ailleurs. Eh bien, cet enfant, sans droit du sol, ne sera jamais français, restera toujours polonais. Ça veut dire qu'il aura le choix soit d'être à vie un étranger dans son pays, soit d'être un national dans un pays qui n'est pas le sien. Bon. Alors vous allez me dire, oui, mais on va limiter ça, parce que j'imagine que c'est ça, qu'a Gérard Larcher en tête. On va limiter ça aux personnes qui ont un enfant alors qu'elles sont en situation irrégulière. Donc, tu es un couple d'exilés syriens, par exemple. Tu as un gamin en France, couple d'exilés syriens qui est venu dans une barque qui a traversé la Méditerranée. Tu as un enfant en France, si tu supprimes le droit du sol, ce gamin ne sera jamais français. Sauf que, en fait, rappelons, parce que certains ont quand même du mal à entendre ça, hein, rappelons que les enfants ne sont jamais responsables des choix de leurs parents. On est d'accord? Enfin, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord, en fait, c'est une définition. Les enfants ne sont jamais responsables des choix de leurs parents. Un gamin né en France de parents qui ont fait le choix de s'exiler, de chercher les routes de l'exil, de chercher fortune ailleurs ou de chercher protection ailleurs, sans parfois l'obtenir. Un gamin qui naît de parents exilés, il n'a pas fait le choix de naître ici, il n'a pas fait le choix de naître dans un pays qui n'est pas celui de ses parents. Et donc supprimer le droit du sol, c'est condamner ce môme qui va être né en France, qui peut-être aura fait toute sa scolarité en France, qui peut-être aura vécu toute sa vie en France, qui peut-être aura toutes ses amis, toute sa culture qui sera française, qui probablement parlera le syrien si ses parents sont des exilés, mais qui pourra n'avoir jamais mis un pied en Syrie. Eh bien, c'est condamner ce gamin à être à nouveau soit étranger toute sa vie jusqu'à sa mort dans son pays, soit à retourner dans un pays, vivre comme national, un pays qui n'est pas le sien. Donc c'est ça, hein, la suppression du droit du sol. J'ai expliqué à de multiples reprises que cette question se posait en des termes différents à Mayotte et que la question de l'immigration à Mayotte, c'est une question qui n'avait rien à voir avec ce qui se passe sur le territoire métropolitain. J'y reviens pas. Et j'ai dit moi-même que proposer la suppression du droit du sol à Mayotte non seulement ne résoudra pas le problème des Mahoraises et des Mahorais, problème réel, mais je vous rappelle que le droit du sol a déjà en fait été considérablement restreint, en réalité supprimé, en fait, de facto. À Mayotte en 2018, ça n'a absolument pas supprimé les filières migratoires, tout simplement parce qu'il y a un niveau de vie qui s'étale de 1 à 6 entre Anjouan, l'île des Comores, enfin entre les Comores et Mayotte, il y a un niveau de vie qui s'étale de 1 à 6. Et Anjouan est à 70 km des côtes de Mayotte, donc en fait, quand tu as un tel écart économique, tu ne peux jamais empêcher les gens de venir chercher fortune chez toi. Qu'ils aient ou non l'espoir que leurs enfants obtiennent la nationalité, ils viennent chercher l'espoir pour eux. Et donc j'ai déjà expliqué que cette décision non seulement n'apporterait rien de bon aux Mahoraises et aux Mahorais, c'est pas là de 1 à 6, absolument. PIB par habitant, il y a un écart de 1 à 6 entre Mayotte et les Comores. Donc j'ai déjà expliqué que les Mahorais vivent effectivement un contexte très difficile. Une personne sur 2 présente sur l'île qui est étrangère, c'est énorme, c'est immense. Et donc oui, dans cette proportion-là, l'immigration devient un problème, en tout cas un enjeu de politique publique incontestable. Mais c'est pas la suppression du droit du sol qui va résoudre quoi que ce soit. Et par contre, ça ouvre une brèche dans laquelle, je l'ai annoncé, allait s'engouffrer l'extrême droite pour dire, bah voilà, très bien, donc maintenant qu'on parle de le faire à Mayotte, faisons-le partout ailleurs. Alors même que la question migratoire ne se pose pour le coup pas du tout de la même manière. Eh bien regardez, hop, qui c'est qui l'avait dit que du coup c'était une brèche dans laquelle tout le monde allait s'engouffrer, y compris les républicains. Favorable à la suppression du droit du sol à Mayotte annoncée par le gouvernement, le président du Sénat, Gérard Larcher, a souhaité jeudi 15 février ne pas limiter ce débat seulement à Mayotte. Ah non, ok. Et a évoqué les cas de la Guyane et de l'île de Saint-Martin. Bon, alors pour le coup, il a au moins la décence de ne pas évoquer
de pas évoquer la métropole. La réforme envisagée par l'exécutif, qui passera par une modification de la Constitution, ne règle pas tout, mais c'est un signal extrêmement fort, car Mayotte est dans une situation épouvantable et nous avons le devoir de protéger nos compatriotes. Ce qui est vrai, hein, cette phrase-là est vraie. Par contre, les protéger, ça ne passera pas du tout par la suppression du droit du sol. Anticipant déjà le débat nécessaire sur la suppression du droit du sol, le président du Sénat a estimé qu'il ne faut pas se limiter dans le débat que nous aurons seulement à Mayotte. Le sujet a d'abord été récemment posé aussi pour la Guyane et Saint-Martin, dans le cadre de la loi immigration votée en décembre. Mais cette mesure a été retoquée par le Conseil pour des raisons de forme, a-t-il rappelé. Ah, bah voilà, regardez. Qui c'est qui l'avait dit? Au-delà de ces 3 collectivités d'outre-mer, M. Larcher a estimé que la réalité des phénomènes migratoires aujourd'hui en Europe et dans le monde doit nous amener à nous réinterroger sur les conditions de l'exercice du droit de sol et du droit du sang, tout en se disant favorable au droit du sol parce que ça constitue notre histoire. Je ne comprends pas cette phrase. Si tu t'interroges sur le droit du sol, c'est que tu t'interroges sur sa suppression en métropole. Et si tu affirmes derrière que tu y es favorable parce que ça constitue notre histoire, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu jettes le doute sur un droit auquel tu te dis favorable, ça n'a aucun sens. Ambigu 3000, absolument. Hein. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé dimanche un projet de révision de la Constitution pour supprimer le droit du sol à Mayotte. Estimant que cela constitue un facteur d'attraction pour les immigrés venant des Comores voisines, l'extrême droite avait salué cette annonce tout en estimant qu'elle ne doit pas se cantonner à Mayotte. Alors que la gauche se disait inquiète, on y est. On y est. Exactement comme je l'avais prédit, mais c'était pas très compliqué à prédire, hein, honnêtement. Ça fait pas de moi quelqu'un de brillant, hein. Ouais, c'était vraiment pas dur de faire cette prédiction. Le plan se déroule comme accro. Le plan se déroule sans accroc. Gérald Darmanin propose la suppression du droit du sol à Mayotte. L'extrême droite nous explique qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il faut le faire aussi en métropole parce que sinon, dans 20, 30 ou 40 ans, la métropole, ce sera comme Mayotte, ce qui est un pur fantasme qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que l'on sait de la réalité. Je vous rappelle que une frontière géographique une frontière géographique des deux côtés de laquelle on a 2 pays avec un tel écart de PIB par habitant, de 1 à 6 encore une fois, ça n'existe que dans quelques cas au monde. C'est François Héran qui le rappelait dans une tribune qu'on lisait mercredi. Il y a quelques cas au monde seulement où il y a un tel écart de PIB entre 2 pays frontaliers. Et donc, dire que ce qui se passe à Mayotte est un miroir grossissant de ce qui se passe en France, c'est complètement faux. Enfin, c'est complètement faux. Donc c'est faire de la pure désinformation. Et donc, le plan se déroule sans accroc. Après l'extrême droite qui s'engouffre dans la brèche, on a l'ambiguïté des Républicains qui veulent surfer, en l'occurrence Gérard Larcher, qui veut surfer exactement sur le même sentiment. Et avec, quand même, c'est fou, quoi. Qui te dit, il ne faudra pas s'y limiter, il faudra y intégrer d'autres territoires d'outre-mer. À la limite, pour la Guyane, on peut réfléchir, hein, parce que la Guyane est quand même dans une situation qui est moins aiguë, mais beaucoup moins aiguë que Mayotte, mais qui est quand même d'une nature assez similaire malgré tout. Mais par contre, voilà, on commence à faire rentrer déjà Saint-Martin. Et puis surtout, Gérard Larcher qui le dit, hein, la réalité des phénomènes migratoires aujourd'hui en Europe et dans le monde doit nous amener à nous réinterroger sur les conditions de l'exercice du droit du sol. Bon, bah voilà, c'est une manière de dire de manière ambiguë, tout en se disant favorable au droit du sol parce que ça constitue notre histoire. Mais Gérard Larcher, il fait toujours ça. Souvenez-vous sur... c'est vraiment l'ambiguïté faite homme. Ça en devient insupportable. Souvenez-vous sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est déjà Gérard Larcher qui avait dit « Je suis pour l'IVG. Je suis un défenseur du droit des femmes à interrompre leur grossesse. Je suis un défenseur de l'IVG. Mais non, je ne le ferai pas rentrer dans la Constitution parce que pour l'instant, le droit n'est pas menacé en France et parce que la Constitution n'a pas vocation à être un catalogue de droits. » C'est ce qu'il avait dit, utilisant 2 arguments tout à fait soit non pertinents, soit faux, puisque le fait que l'IVG ne soit pas menacé en France, pour l'instant, c'est plutôt vrai. Sauf qu'on a vu avec la Pologne et les États-Unis que c'est des revirements qui peuvent intervenir, mais alors très vite, et que constitutionnaliser un droit dont on a vu qu'il pouvait être menacé, mais alors dans les grandes largeurs et à très grande vitesse, ça a l'air d'être plutôt une bonne idée. En tout cas, ça ne mérite pas d'être
d'être écarté d'un revers de la main comme lui l'a fait, hein, c'est tout à fait non pertinent, c'est tout à fait inacceptable comme argument. Et puis alors, dire que la Constitution n'a pas vocation à être un catalogue de droits, c'est complètement faux, hein, elle l'est. Elle l'est de fait. Hein. Je vous rappelle que le préambule de 46 et la Déclaration des droits de l'homme font partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc de fait, notre Constitution est un catalogue de droits. Mais vous voyez, ça c'est du Gérard Larcher. Je suis pour l'IVG, mais par contre je veux pas qu'on le protège. Vous voyez, de la même manière, moi je suis favorable au droit du sol, mais par contre je veux bien qu'on l'amende. Vous voyez, c'est toujours pareil. Il se met du côté d'un droit pour avoir le beau rôle, et en même temps il y a des signaux envoyés à la partie la plus extrême de la droite française, en disant non, mais moi je suis pour le droit du sol, mais quand même on pourrait peut-être y réfléchir. Quand on voit les réalités du phénomène migratoire, il faudrait peut-être un peu l'amender. Voilà, je ne sais pas, je vous pose la question. Bon, c'est vraiment c'est du mais en même temps, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il avait précisé droits sociétaux, non, c'est pas un peu différent. En fait, ça n'existe pas, droits sociétaux. Ça n'a aucun sens. C'est juste la Constitution est effectivement un catalogue de droits et libertés, et consacrer le droit des femmes à interrompre volontairement leur grossesse, c'est consacrer le droit des femmes à disposer de leur corps. C'est pas un droit sociétal. Un droit sociétal, ça n'a aucun sens. C'est juste un droit fondamental de l'être humain. En l'occurrence, une liberté fondamentale d'une moitié des êtres humains. Donc bon. Mais en même temps, il a raison. Ah, voilà, ça c'est le chat qu'on aime, ça c'est le chat qu'on aime. toujours très fort sur l'argumentation, hein, évidemment. Bref, si on suit sa logique, on devrait rien inscrire dans la Constitution, en fait. Mais c'est exactement ça. En général, les profs de droit constit sont réfractaires à cette appellation de catalogue de droit. Oui, non, mais en fait, oui, bien sûr. Évidemment, à juste titre, parce que bien sûr que la Constitution n'est pas un catalogue de droit. La Constitution, c'est le texte fondamental qui organise nos pouvoirs publics, notre régime politique, et garantit les droits fondamentaux des citoyens. Le terme catalogue de droits, il est de toute façon péjoratif. Et c'est réduire la Constitution à un rôle, et c'est réduire la Constitution à un rôle qui n'épuise pas tout ce qu'elle fait. Donc les profs de droit constit ont raison. Mais en fait, se servir de cet argument pour dire qu'il n'y aurait pas lieu d'y inscrire l'IVG, c'est totalement fallacieux. C'est totalement fallacieux. Je vous rappelle que l'un des rôles de la Constitution, c'est précisément de garantir les droits fondamentaux des citoyens. Et quand un nouveau droit est conquis dans la marche de la collectivité politique pour les droits et les libertés, quand un nouveau droit est conquis, ça n'est pas absurde de l'inscrire dans la Constitution pour le garantir. On a mis dans notre Constitution l'interdiction de la peine de mort. Ça a du sens. C'est ni un droit ni une liberté, mais c'est une question de dignité, de l'être humain et de valeur, et de l'idée qu'on se fait de la valeur de toute vie humaine. Et de la même manière que après l'abolition, on a décidé de l'inscrire dans la Constitution. Après la légalisation de l'IVG, l'inscrire dans la Constitution pour sécuriser ce droit et le garantir comme un des droits fondamentaux de l'être humain, c'est-à-dire le droit des femmes à disposer de leur propre corps, ça fait totalement sens. On peut être pour plein de raisons. On peut être contre pour plein de raisons. Moi, j'accepte, à titre personnel, je défends cette idée très fort, mais on a le droit d'être contre en employant des arguments, mais il faut trouver des arguments acceptables. Dire la Constitution n'a pas vocation à être un catalogue de droits, c'est pas du tout acceptable. Bref. Donc voilà, hein, Gérard Larcher, bien sûr. Vous voyez qu'il y a d'autres manières de combattre Gérard Larcher, ou de le critiquer, que de dire « Ah bah quand même, qu'est-ce qu'il mange hein ?» Bref. L'autre argument, c'était « On l'inscrit à cause du recul de l'IVG aux États-Unis et c'est pas eux d'imposer le débat. Genre, faut pas du tout s'inquiéter de ce qui se passe ailleurs. Circuler, il n'y a rien à voir. » Mais en fait, et puis c'est pas que les États-Unis. L'IVG a été attaqué très fortement en Pologne aussi. Hein. Bref. Et on oublie Mayotte en parlant du droit du sol. Par ailleurs, c'est vrai. Hein, c'est vrai. C'est-à-dire que là, maintenant, ils sont tous en boucle sur le droit du sol pour... c'est quand même c'est une bonne remarque. C'est quand même d'un cynisme absolument souverain. C'est-à-dire que
Là, ils sont tous en boucle sur le droit du sol en métropole. Mayotte est un miroir grossissant de ce qui se passe en France. Quand on voit les réalités migratoires, il faut aussi poser la question du droit du sol en métropole. Je veux dire, quand tu dis ça, la seule chose dont tu ne parles plus, c'est Mayotte. Le fait que les Mahorais, plusieurs jours par semaine, n'ont plus accès à l'eau potable. Le fait que les services publics à Mayotte sont dans un état de décrépitude inacceptable pour un territoire qui est celui de la République française. Le fait qu'à Mayotte, tu as des villages entiers qui sont des bidonvilles sans eau potable, où les gens vivent dans des cases en tôle, où il n'y a pas de route pavée pour y accéder. Enfin, c'est... Alors, quand t'as pas, alors, pas de route pavée, ça peut vous sembler être anecdotique. N'oubliez pas qu'à Mayotte, il y a une saison des pluies quand même. Tu l'imagines, l'état de la route, quand elle est non pavée, non goudronnée, en pleine saison des pluies? Voilà. Euh, effectivement, la seule chose, pendant qu'on parle du droit du sol, la seule chose dont on ne parle pas, c'est de Mayotte, qui a cruellement besoin qu'on s'occupe d'elle. Si la Constitution est modifiable, en quoi c'est sécurisant d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution? Non, en fait, ta question, elle n'est pas candide, elle est bonne. C'est sécurisant parce que c'est beaucoup plus compliqué de réviser la Constitution que de changer une loi. Changer une loi, il faut une majorité simple à l'Assemblée nationale, c'est tout. Pour modifier la Constitution, il faut un vote conforme de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc il faut une majorité dans les deux assemblées parlementaires, plus derrière un vote du Congrès au 3/5e, c'est-à-dire tu rassembles les députés et les sénateurs dans la salle du serment du jeu de paume au château de Versailles, et il faut que 3/5e de tous les députés et sénateurs votent pour que ta modification de la Constitution soit acquise, ou alors il faut un référendum et la majorité des Français. Un référendum en plus dans certains contextes. Enfin, on peut même pas toujours l'organiser. Bref, je rentre pas dans le détail. Donc en fait, c'est très compliqué de modifier la Constitution, et encore heureux, et c'est normal. Par contre, tu as raison, ta remarque est bonne, de dire que la Constitution n'est absolument pas une tablette de marbre gravée pour l'éternité, et qu'on peut toujours réformer la Constitution, y compris dans les droits qu'elle garantit. Et donc effectivement, il faut qu'ils aillent physiquement à Versailles, absolument. Quand tu as le congrès, quand tu as un congrès pour modifier la Constitution, tu as les députés et les sénateurs qui montent dans des cars et qui vont en car à Versailles depuis le Sénat et l'Assemblée. Et même à Versailles, une fois que alors je sais plus exactement comment ça se passe, donc je vais vous faire une description qui n'est pas tout à fait exacte. Une fois que tous les députés et sénateurs rassemblés en congrès, donc rassemblés physiquement dans la salle du serment du jeu de paume, transformée en hémicycle, une fois que tous les députés et sénateurs rassemblés physiquement dans la salle du jeu de paume ont voté au 3/5e la modification de la Constitution, le nouveau texte constitutionnel est pressé du sceau de la République. Et donc, il y a vraiment un acte physique où tu réimprimes la Constitution. Et il y a une presse dans une salle à Versailles qui est pas très loin de la salle du serment du jeu de paume. Et c'est là où je sais plus exactement ce que tu fais, si tu coules un seau, si tu presses un seau. Enfin, je me souviens plus exactement. Mais je sais que physiquement, tu graves la Constitution dans le papier. MDR, la classe verte. Un petit peu, hein, un petit peu. Il y a un rituel, absolument. Le boss final, c'est le garde des Sceaux. C'est stylé en vrai. Absolument, absolument. Bref, donc voilà, tout ça, c'était pour faire le point sur Mayotte, pour vous dire, voilà, comme je l'avais annoncé, mais c'était pas être particulièrement divin. Divin. Putain, je suis fatigué. C'était pas être particulièrement devin que de l'annoncer, hein. Le projet de loi souhaité par Gérald Darmanin va ouvrir une brèche tout à fait considérable sur la question du droit de la nationalité, y compris jusque en métropole. Ça valide absolument toutes les thèses, toutes les hypothèses, tout le fondement de l'idéologie du Rassemblement national, de Reconquête, qui s'engouffre dans la brèche, et maintenant les Républicains suivent. Écoutez, c'est très bien, ils en porteront la responsabilité. L'histoire jugera. Le divin Clément. On avance. Alors attendez. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je parle pas du droit de grève, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors quand même, attendez, ça c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? On va le lire ensemble parce que je suis curieux. Je suis curieux. Face à la grève des contrôleurs qui débute jeudi soir. Ah bah encore. Ah bah alors attention, Gérard Larcher, seconde. Attention, hein, Gérard Larcher, seconde. Éric Ciotti et Gérard Larcher ont dit vouloir porter une réforme au Parlement. Le parti d'extrême droite tente de son côté, le parti, donc c'est RN j'imagine, le Rassemblement National, de tenir sur une ligne de crête entre défense du pouvoir d'achat et condamnation du mode d'action. À quelques heures du début d'une grève des contrôleurs qui va fortement affecter le trafic ce week-end de vacances d'hiver à la SNCF, les chefs de file des Républicains ont réclamé jeudi une réforme pour encadrer le droit de grève, tandis que ceux du Rassemblement National ont défendu la question salariale à l'origine du conflit social, tout en regrettant le mode d'action. Alors ça, El Famoso, les justifications sont bonnes, c'est le mode d'action qui est mauvais. Oui, en même temps, si tu veux peser dans un rapport de force, à part la grève, des modes d'action, t'en as pas 2000, hein. Ah, Éric Ciotti, fidèle à lui-même, il faut dire stop à ceux qui prennent les Français en otage, a déclaré le président de LR Éric Ciotti sur TF1, dénonçant la surenchère permanente des syndicats, qui selon lui détruisent leur entreprise, affirmant qu'il n'y a pas eu une année sans grève depuis 47 entreprises publiques. Ah, faudrait vérifier, je suis sûr que c'est faux. Il a annoncé son intention de poser des textes législatifs pour encadrer le droit de grève dans les transports. Objectif partagé par le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a lui aussi déploré sur BFM TV que les usagers soient une fois encore pris en otage d'une négociation salariale. La grève doit être l'arme ultime, mais elle est devenue un instrument de la négociation, souhaitant à son tour prendre des dispositifs qui fassent que cet usage de la grève ne soit pas une prise d'otage. En fait, c'est faux, hein, ce que disent les contrôleurs. Ce que disent précisément les contrôleurs, c'est qu'ils demandent depuis des mois et des mois et des mois l'ouverture de discussion et que la SNCF refuse fermement l'ouverture de discussion. Donc, elle est devenue un instrument de négociation. Bah oui, au sens où tu l'as demandé pendant des mois et des mois. Et tu l'as jamais obtenu, bon bah au bout d'un moment, c'est déjà l'arme ultime. C'est déjà l'arme à laquelle tu te résous quand tout le reste a échoué. Attendez, faut que je me mouche. Hop. Alors, il entend pour cela s'appuyer sur une proposition de loi des sénateurs centristes qui prévoit d'instaurer jusqu'à 60 jours pendant lesquels il ne pourrait pas y avoir de préavis de grève. Comme l'a expliqué sur RMC le chef de groupe Hervé Marseille, pour qui le droit de grève n'est pas menacé, simplement trop utilisé en France. Voilà, donc forcément, hein. Alors oui les gars, vous pouvez faire grève, sauf pendant les vacances. Donc en fait, vous pouvez faire grève tant que ça emmerde pas les Français. Donc en fait, je vous rappelle que le principe de la grève, c'est de créer un rapport de force. Et donc évidemment, si tu supprimes le droit de grève au moment où ça crée un rapport de force, en fait, tu supprimes de facto le droit de grève. Alors les amis, vous pouvez faire grève, mais seulement si c'est pas pénible. Voilà. Vous pouvez faire grève seulement si ça n'a pas de conséquences pour l'entreprise. Mais alors, si ça n'a pas de conséquences pour l'entreprise, allez-y, vous pouvez faire grève. Autrement dit, vous pouvez faire grève quand ça ne pèse pas dans le rapport de force. Mais la définition de la grève, c'est de peser sur le rapport de force. Donc en fait, une grève, elle est efficace parce qu'elle est douloureuse pour l'entreprise. Sinon, elle n'est pas efficace, donc c'est pas une grève. Bref. Bah écoutez, c'est super. Ouais, c'est super. Donc les Républicains veulent attaquer un droit constitutionnel tout en disant non, mais on respecte le droit de grève, on veut juste le limiter. Oui, en fait, en le limitant, tu lui fais perdre toute son effectivité. C'est terrible. Bon, le RN, voilà, évidemment, eux, ils essayent de tenir. Ils essayent de se mettre personne à dos. Le Rassemblement National, c'est vraiment devenu un parti attrape-tout, quoi. C'est-à-dire que là, ils essayent de tenir toutes les ficelles, de se mettre personne à dos. En fait, le Rassemblement National, ils se disent, de toute façon, tout le monde roule pour nous. Les débats publics tels qu'ils sont organisés sont en notre faveur en permanence. Donc tout ce qu'on va faire, c'est essayer de se mettre personne à dos, et à la fin, on gagnera les élections. J'ai envie de dire, potentiellement, c'est pas une mauvaise stratégie, hein. Enfin, en tout cas, d'un point de vue purement stratégique, hélas, on peut se dire que c'est ce qui pourrait fonctionner. À l'extrême droite, le RN, qui tente de capitaliser sur la question sociale et l'enjeu du pouvoir d'achat, dont il a fait son cheval de bataille, se tient sur une ligne de crête. Le vice-président du parti, Sébastien Chenu, s'est ainsi dit sur France Info, pas favorable à ce qu'on interdise le droit de grève dans notre pays.
Enfin, vous vous rendez compte, le Rassemblement national défend désormais davantage les droits fondamentaux des travailleurs que les républicains. C'est quand même dingue. Je ne reprocherai jamais à des gens qui se lèvent tôt d'essayer de défendre leur pouvoir d'achat, même si sur la forme, c'est compliqué de comprendre que c'est le moment pour se faire entendre. En pleine vacances scolaires, a-t-il ajouté. Son collègue député Jean-Philippe Tanguy, le fameux El Famoso en même temps. Je ne reprocherai jamais aux travailleurs de faire grève, mais on peut quand même comprendre les Français qui, eux, leur reprochent. Vous voyez, le en même temps, tu viens de... C'est stricto sensu, auto-contradictoire. Je ne reprocherai jamais aux travailleurs qui défendent leur droit de faire grève. Mais on peut aussi comprendre que ce soit compliqué pour les Françaises et les Français qui eux aussi se lèvent tôt et qui sont en situation de vacances. Donc tu viens de dire deux phrases totalement contradictoires. Tu viens de dire une chose et son contraire. Je soutiens les travailleurs en grève, je soutiens les Françaises et les Français qui souffrent de la grève. Tu viens de dire une chose et son contraire, le fameux en même temps. Alors évidemment, c'est le moment de vous rappeler que ça, hélas, c'est efficace. Hélas, c'est efficace parce que ça pivote sur un biais cognitif bien connu de l'esprit humain. Ce biais cognitif, c'est... Putain, c'est... Ok. PEMF, je sais pas si c'est dans le coin, mais capsule. Capsule, remember. Bon, de toute façon, ce sera facile à retrouver. C'est trop important de dire ça. C'est trop important de dire ça. En fait, ce qui se passe ici pivote sur un biais cognitif qui est absolument crucial dans l'esprit humain, c'est l'attention sélective. En fait, nous autres, êtres humains, détestons changer d'avis. C'est vraiment une constante dans la psyché humaine. L'être humain déteste changer d'avis une fois qu'il s'est forgé son idée sur une question donnée. Donc, comment fait-on inconsciemment pour organiser le fait de ne pas changer d'avis? Comment fait-on inconsciemment pour nous mettre en situation de ne jamais ou le moins possible avoir à changer d'avis? Eh bien, c'est simple. Nous déployons une attention sélective, c'est-à-dire que on retient davantage les informations qui nous confortent dans ce que nous pensions déjà. C'est ça la définition de l'attention sélective. Les êtres humains, quand ils se sont forgés leur jugement ou leur opinion sur une question, ont tendance à retenir davantage les informations qui les confortent dans ce qu'ils pensaient déjà. Donc, ici, Sébastien Chenu prononce deux phrases qui sont auto-contradictoires. Auto-contradictoires. D'un côté, je ne reprocherai jamais à des gens qui se lèvent tôt d'essayer de défendre leur pouvoir d'achat, donc je soutiens les salariés en grève de la SNCF. De l'autre, sur la forme, c'est compliqué de comprendre que ce soit le moment pour se faire entendre. Donc je soutiens les salariés en grève de la SNCF, mais je comprends et je soutiens les Françaises et les Français qui souffrent de la grève. Tu viens de dire deux choses totalement contradictoires. Tu viens de soutenir une chose et son contraire. Je soutiens la grève, mais je soutiens aussi ceux qui en souffrent. Alors qu'il faut choisir. Tu peux pas dire les deux en même temps. Ce serait bien. Il faudrait presque aller l'écouter. Voyez, regardez. Jean-Philippe Tanguy, c'est presque plus clair encore. Cette grève met au cœur de l'actualité la question des salaires, dit-il sur France Inter. Tout en regrettant le mode d'action contre-productif choisi par les syndicats, qui donnent des arguments au gouvernement pour s'opposer à leurs revendications. Il a ajouté regretter qu'un certain nombre de syndicats choisissent toujours le conflit direct et pénalisent les usagers. Donc il dit aussi... Attendez. En fait, vous savez quoi? C'est trop... On va se faire ça. Hop, toc. Là, on a glané un truc. Alors, c'est parti. C'est parti. Toc. Jean-Philippe Tanguy. Voilà. Il y a un jour. Il est sur RTL. Ah oui, mais RTL, putain, ils ont pas de sous-titres. Trop chiant. Trop chiant. C'est pas grave, on va chercher dedans. Oh, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ma propre voix. Alors. Aborder avec notre invité. Un référendum, les gens choisiraient majoritairement cette option, mais ils veulent que la justice ne soit plus laxiste. Et c'est ça le vrai message de Marine Le Pen et du Référendum Rassemblement qui, national. sur cette question de la peine de mort, n'est pas possible. Mais Ok. il est possible de naturaliser des personnes méritantes qui aiment la France. En quoi la évidemment. situation Ok, droit du sol. L'immigration, Marine Le Pen a toujours dit L'immigration. question des députés. Donc évidemment, au bout de 18 mois, alors que l'Assemblée était redevenue un centre démocratique très intéressant. C'est ce mode d'action. Mais oui, parce que si vous voulez, tout de On y suite, est. en fait, il donne des arguments
afférente sur cette hausse pendant 5 ans. Il refuse de discuter de cette proposition. Nous l'avons remis au début de l'année, en janvier. On a été le seul groupe à remettre la question des salaires. Ok, ça avance. Augmentation de 10% de tous les salaires de 1 à 3 SMIC avec pour l'expression personnelle de M. Attal. Exercice en revanche dans lequel il excelle, il faut bien dire, depuis 18 mois. Deuxième question sur la grève SNCF, un TGV sur deux. Sur l'exercice, il y a une C'était quoi la question? Nouveau format des questions d'actualité ou Ok. mention personnelle. sur la grève SNCF, un TGV sur deux ce week-end, vous la soutenez? Ce qui est certain, c'est que cette grève met au cœur de l'actualité la question des salaires. Le gouvernement ne fait rien pour les salaires, il ne prend aucune mesure. Le Rassemblement national est le seul parti qui a déposé au Parlement une mesure concrète, l'augmentation de 10% de tous les salaires de 1 à 3 SMIC avec sans charge afférente sur cette hausse pendant 5 ans. Il refuse de discuter de cette proposition. Nous l'avons remis au début de l'année, en janvier. On a été le seul groupe à remettre la question des salaires. Donc c'est vrai que cette grève met cela au cœur du débat et il faut la traiter. Mais vous la perte de soutenez ou pouvoir pas? Vous d'achat- soutenez les cheminots? La perte de Les pouvoir contrôleurs, d'achat en est l'occurrence? très importante. Je regrette que un certain Ok, bon, lui, on dirait un robot sous prompteur. Donc bon, là, vous avez entendu, hein, il soutient la question des salaires, il faut le traiter. Il regrette que les cheminots aient utilisé... nombre de syndicats choisissent toujours le conflit direct et pénalisent. Et vous avez vu, ils sont malins quand même, hein. Lui, il sait qu'il ne faut pas dire prennent en otage. Il sait que c'est devenu, c'est insupportable depuis très longtemps pour les grévistes d'entendre cela, mais il a en tête l'idée que, hélas, il y a eu des prises d'otages dans le passé récent de la France, que, hélas, il y a aujourd'hui des Français encore pris en otage de par le monde, et notamment aux mains du Hamas. Donc, il sait, il est intelligent, qu'il ne faut pas employer l'expression. C'est pas passé loin quand même, hein. Vous avez entendu, vous avez entendu son élan naturel, mais il s'est repris. Vous voyez, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Les Républicains aujourd'hui sont plus outranciers que le Rassemblement national. C'est quand même... ça dit quelque chose, hein. Un nombre de syndicats choisissent toujours le conflit direct et pénalisent les usagers. Les Français ont... En l'occurrence, ce qu'il dit, c'est totalement faux. Sur la grève des contrôleurs, c'est pas les syndicats qui sont à la manœuvre, mais alors pas du tout. En fait, c'est un mouvement qui part de la base. Ah putain, coupure pub. Pub, j'attends. Toc. Bon. Clément, ma femme veut que j'arrête de te suivre, ces gens me rendent agressif. Ah non, mais faut pas... Ça, faut pas. Petit café. Ah, petit café, hein. Là, je vous avoue, c'est le moment du petit café. Donc, je profite de la pub, hein. Je profite des 2 minutes 35 de pub. Toc. On va écouter Chenu. Je cherche le truc qui sera le plus... Parce que c'est trop important de relayer ça, en fait. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs à en dire. Vous parliez de quoi ce matin? On vient à peine de commencer, hein. On a parlé un peu du droit du sol à Mayotte. Et là, on est sur la position du Rassemblement national sur la grève des cheminots. Je cherche... Là, je suis en quête de la déclaration la plus éloquente pour illustrer ce que je veux dire. Donc on va se taper, on va écouter Jean-Philippe Tanguy. Là, on a quasiment fini. Et ensuite, on écoutera un peu Chenu. Je cherche la déclaration la plus éloquente pour démontrer ce que je veux démontrer. Bon, allez, petite pause. Pas longtemps. Petite pause. Et on se retrouve dans 1 minute 30 avec un café, un thé et la suite de ce live. A tout de suite.
Incroyable, de retour. De retour, c'est Slay the Spire, la musique. Hein. Bien sûr, Slay the Spire. Hop là. Un roguelike. Ah non, putain. Alors le chat, vous le voyez ou pas? J'ai fait rentrer le chat et il griffe tout de suite les rideaux. Attendez, je le fais sortir, j'arrive. Ouais, tiens, si tu veux. Allez. Allez, allez. Hop. Non, non, oui. Non, oui, d'accord. Oui, 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 oui. Pardon. Pardon, désolé. Désolé, hein, le chat, le chat. Hop là. J'ai loupé le chat. Mais non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chat, il veut vraiment rester avec moi, mais il veut pas rester enfermé. En fait, il veut être là, mais il veut pouvoir partir. Et il n'arrive pas à comprendre que c'est pas possible. Parce que la porte de la pièce est derrière les rideaux et je peux pas ouvrir. Je peux pas, voilà, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il veut sa liberté. Oui, non, mais pas de problème. Mais juste, faut choisir. Ok, alors. Je te conseille la démo sur Steam de Bleach Way, qui est un mix des deux. Ah. Ouais, mais démo, moi, j'attends les jeux complets, moi. Ok, Bleach Way, ok, d'accord. Pourquoi pas? Why not? Encore un jeu bien auquel je n'aurai pas le temps de jouer. Alors, attendez. C'est le moment, évidemment, de remercier. Hop, Julie Japon, c'est fait. Phil Sensei, c'est fait. Voilà. Mimi en vélo qui a Prime, merci beaucoup. Bourbakiste qui a Prime, merci infiniment. Sir Coco Lastico, Sœur Coco Lastico, j'ai la ref. Merci beaucoup. React QQ, heureux de soutenir le meilleur contenu d'internet. Ça, c'est gentil, ça. Merci beaucoup. Dadao76 qui Prime, non, qui s'abonne, merci infiniment. Dead Parpy qui offre un sub, merci 1000 fois. Psychédélique, merci pour ton abonnement. ETN Duff qui offre 5 subs, incroyable, eh bien merci beaucoup, très cher, ça compte énormément. Et Karasuvix qui prime, merci beaucoup. Falaflel, c'est ça, Falaflel qui s'abonne, merci infiniment. Hop là, Psionisx, ouah, Psionisex, je sais pas, en tout cas, Psionisex, oh, eh bien merci en tout cas pour ton prime, merci beaucoup. Allez. De retour avec, bien sûr, évidemment, hop, toc, on essaye d'avancer. Hein. Notre ami Jean-Philippe Tanguy, écoutons la fin de ce qu'il a à dire sur les grèves. Ont beaucoup de problèmes, s'en rajoutent un à leur liste. Je ne comprends pas pourquoi les syndicats ne choisissent pas de mettre les usagers de leur côté, de faire des actions populaires, Donc vous ne comme le soutenez font pas ce mode d'autres. d'action? Mais oui, parce que si vous voulez, tout de suite, en fait, ils donnent des arguments au gouvernement pour s'opposer à cette grève, pour s'opposer à leurs revendications. Cela tue la question salariale avant même que le débat ait commencé, alors que si, comme d'autres professions, par exemple, d'autres services publics comme les urgentistes, qui avaient su mettre, alors qu'ils avaient de graves problèmes, les Françaises et les Français de leur côté, avec des actions populaires, faire savoir quelle était leur problématique sans empêcher le service public, c'est beaucoup plus populaire. Moi, je ne comprends pas pourquoi ces syndicats vont toujours au conflit, toujours au clash, font vivre un enfer à tous ceux qui veulent partir en vacances, aux familles divisées qui se rejoignent. Moi, je ne comprends pas ce mode d'action. Je pense que c'est contre-productif. Vous abordiez la question. Bon, alors évidemment, les urgentistes, hein, les urgentistes qui... je ne sais même pas s'ils ont droit d'arrêter de travailler, c'est une vraie question. Mais ce qui est sûr, c'est que les urgentistes qui, bien sûr, se sont fait entendre. Hein. Évidemment, comme tout le monde le sait, comme tout le monde, ils n'ont pas le droit, et c'est ce qui me semblait, hein. Comme tout le monde le sait, bien sûr, tout va bien dans les hôpitaux maintenant. Enfin, vraiment, les urgentistes, d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu les interroges, ils te disent non, mais c'est bon, vraiment, tout a été réglé, bien sûr. Évidemment, hein. Non, pas le droit à l'hôpital. Bah voilà, donc en fait, t'as pas le droit de faire grève. Donc tu vois, tu compares ce qui n'a absolument rien de comparable. Bon alors, Jean-Philippe Tanguy, c'est pas mal. On va se le garder de côté, mais on va aller quand même écouter Sébastien Chenu. Hop, toc. Je pense que ce sera un peu plus clair. En plus, il est sur BFM, donc ce sera fastoche de le trouver. Alors, Sébastien Chenu. Toc. Voilà. Alors, attendez. Hein. Hop. On cherche le Chenu de cette semaine. Toc.
Voilà, il y a 3 jours, BFM TV, formidable. Incroyable. Face à face avec Sébastien Chenu. Oula. Ah non, replay politique, non, on va aller directement sur RMC. Voilà, parfait. Alors, un petit F11. Forcément. Toc. Comme ça, vous me voyez faire. Hein. Si vous connaissez pas, regardez. Alors attention, je vous fais un tuto. Ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau si vous saviez pas. Si vous cherchez un truc dans une interview politique. Ça marche pas pour le service public. Hélas. Mais ça marche pour presque toutes les autres vidéos sur YouTube. Dès lors que vous avez la piste de sous-titres, vous voyez, je vous montre là. Ouais. Dès lors qu'il y a une piste de sous-titres disponible, vous faites suivant pour avoir toute la description. Et là, il y a afficher la transcription. Donc, vous cliquez sur afficher la transcription. Et là, tu as tous les sous-titres. Ok, super. Donc, oui, en l'occurrence, hop, tu fais hop, toc, et tu fais grève. Voilà, et donc tu as 4 occurrences. Les agriculteurs. D'accord, donc c'est peut-être après. Ok, super. Vous voyez, hop, 4 minutes 50, on vient de gagner 4 minutes. Ok, toc. Voilà, c'est cadeau. Hein. Si vous voulez faire un peu d'analyse de discours aussi, c'est cadeau. Allez, écoutons Sébastien Chenu, Rassemblement national sur la question du droit de grève. Qui maintiennent la pression et aussi les contrôleurs de train qui menacent d'une grève dès ce week-end. Pourquoi autre chose? Ils disent exactement la même chose que les agriculteurs. Ils disent on manque de considération, on n'est pas assez payé. Est-ce que c'est un mouvement de grève que vous soutenez? Alors il y a le fond et il y a la forme. Sur le fond, moi je les comprends parfaitement. Sur le fond, je comprends. Des Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, qui sont dans des situations parfois difficiles. Quand on est contrôleur, on se retrouve à une certaine forme parfois d'agressivité. Je comprends sur le fond. Voilà, sur le fond, il comprend leurs revendications. Bon, une manière de dire qu'il les soutient. Hein. Sur le fond, il comprend leurs revendications. Mais on se retrouve à une certaine forme parfois d'agressivité. Je comprends sur le fond. Sur la forme. Sur la forme, j'ai des réserves parce que les Français, sincèrement, en bavent tellement que se retrouver à nouveau en période de vacances bloquée, je pense qu'il faut évidemment revoir ça. Mais ça dit deux choses. D'abord, un manque d'anticipation, encore une fois. Voilà, donc sur le fond, il comprend les revendications, mais sur la forme, il comprend les Français qui se retrouvent bloqués et il faut revoir cela. Alors, réécoutons ce que disait Jean-Philippe Tanguy, qui est exactement sur la même ligne en réalité. Hein. Hop. Si on peut craindre que le Conseil constitutionnel sur ce sujet... Ah merde. La première... Ce qui est certain, c'est que cette grève met au cœur de l'actualité la question des salaires. Le gouvernement ne fait rien pour les salaires, il ne prend aucune mesure. Donc lui aussi, cette grève met au cœur de l'actualité la question des salaires. Donc lui aussi, sur le fond, il soutient les revendications. Mais l'Assemblée nationale est le seul parti qui a déposé au Parlement une mesure concrète, l'augmentation de 10% de tous les salaires de 1 à 3 SMIC avec sans charge afférente sur cette hausse pendant 5 ans. Il refuse de discuter de cette proposition. Nous l'avons remis au début de l'année, en janvier. On a été le seul groupe à remettre la question des salaires. Donc c'est vrai que cette grève met cela au cœur du débat. Cette grève met cela au cœur du débat. Donc il soutient les revendications des contrôleurs. Mais il faut la traiter. Mais vous la soutenez ou pas? Vous soutenez les cheminots? La perte de les pouvoir contrôleurs en d'achat est l'occurrence très importante. Je regrette que un certain nombre de syndicats choisissent toujours le conflit direct et pénalisent les usagers. Les Français ont beaucoup de problèmes, s'en rajoutent un à leur liste. Je ne comprends pas pourquoi les syndicats ne choisissent pas de mettre les usagers de leur côté, de faire des actions. Donc, il soutient les revendications portées par la grève, mais il ne comprend pas pourquoi les syndicats choisissent comme cela de pénaliser les Français. Alors, vous voyez que c'est la position du Rassemblement national, position officielle du parti sur la grève des contrôleurs SNCF ce week-end. Ils comprennent et même en réalité soutiennent les revendications des contrôleurs, notamment celles qui ont trait à leur pouvoir d'achat.
Précisons que les contrôleurs, leurs revendications ne se limitent pas du tout au pouvoir d'achat, elles concernent aussi leur retraite et le calcul de leur retraite. Mais laissons ça de côté. Eux, ils se concentrent seulement sur le pouvoir d'achat parce que c'est un de leurs totems, en tout cas ils en ont fait un de leurs totems, donc ils comprennent les revendications des contrôleurs liées au pouvoir d'achat, mais ils ne comprennent pas que les contrôleurs choisissent de prendre en otage, le mot n'est pas employé, mais on sent qu'on n'en est pas loin, que les contrôleurs choisissent de pénaliser ainsi les Françaises et les Français qui partent en vacances. Alors, ces deux positions, elles sont évidemment auto-contradictoires. Leur discours est littéralement auto-contradictoire. Sébastien Chenu, comme ici Jean-Philippe Tanguy, viennent de dire une chose et son contraire. On soutient les revendications portées par la grève, mais par contre, on est contre la forme de la grève. Mais sauf que dans un conflit social, quand tu n'as, ce qui est le cas pour les contrôleurs en l'occurrence, quand tu n'as pas réussi à obtenir ta revendication par la négociation, par le dialogue social, quelle arme te reste-t-il? La grève. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas d'autre en réalité. Le mouvement social, le conflit, l'exercice du rapport de force entre employés et employeurs, exercice du rapport de force garanti par la loi. Garanti même en réalité par la Constitution, puisque le droit de grève est considéré comme ayant valeur constitutionnelle. Donc, ils viennent de dire une chose et son contraire. On soutient la revendication, mais on est contre le fait qu'ils portent la revendication. On soutient les contrôleurs, et en même temps, on soutient les Français qui souffrent de la grève. Ils viennent de dire une chose et son contraire. Et comme je vous le disais, ça n'est en rhétorique pas du tout anodin. C'est une stratégie totalement volontaire. C'est d'ailleurs une stratégie qu'Emmanuel Macron a exploitée lui-même, notamment durant la présidentielle de 2017, dans laquelle il ne cessait de dire en même temps, je pense cela, et en même temps, je pense aussi autre chose. Cette stratégie qui s'exprime ici, cette stratégie rhétorique qui s'exprime ici, c'est celle, je vous le disais, d'utiliser l'attention sélective des êtres humains. Nous autres êtres humains avons un point en commun, c'est que nous détestons changer d'avis. Une fois qu'on s'est forgé une idée, un jugement, une opinion sur un sujet, on déteste avoir à l'abandonner, on déteste avoir à l'amender. Nous détestons changer d'avis, c'est comme ça. Ça a été mis au jour, prouvé par des expériences de psychologie sociale et de psychologie cognitive. Et donc, nous avons une tendance naturelle à ne retenir que les informations qui nous confirment dans ce que nous pensions déjà. C'est une tendance naturelle de l'esprit humain. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Ça porte aussi en effet un autre nom. On peut aussi parler de biais de confirmation, mais c'est exactement la même chose. On a tendance à toujours aller rechercher dans les informations qui nous entourent, on a toujours tendance à aller rechercher celles qui nous confortent dans ce que nous pensions déjà. Et donc, ces phrases prononcées en l'occurrence par le Rassemblement national, cette position, elle est en réalité totalement déloyale parce qu'elle exploite cela chez les auditrices et les auditeurs. Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu savent que chez celles et ceux qui les écoutent et qui soutiennent la grève, qui se disent que tout de même, la question du pouvoir d'achat est essentielle, que les revendications des travailleurs et des travailleuses sont essentielles, que au fond, les contrôleurs et les contrôleuses sont aussi des Françaises et des Français qui se lèvent tôt, qui travaillent, et que, à ce titre, il faudrait les soutenir dans leur lutte. Eh bien, ces Françaises et ces Français-là, ces auditeurs et ces auditrices-là, ont entendu, chez Sébastien Chenu et Jean-Philippe Tanguy, responsables politiques du Rassemblement national, ont entendu quelque chose qui leur plaît, qui est de dire il y a un problème de salaire et il faut soutenir les travailleurs qui le disent, en l'occurrence les contrôleurs. Je l'ai entendu, je suis content. Et puis le reste, j'écoute un peu moins. De toute façon, voilà, je laisse filer mon attention. Et puis les autres auditeurs et auditrices, celles et ceux qui se disent mais tout de même, dans ce pays, tout le monde est tout le temps en grève. À la SNCF, il y a des grèves tout le temps. On ne peut plus prendre le train. On est pris en otage. C'est un scandale. On n'en peut plus. On n'en peut plus pendant les vacances. Bon, eh bien, ces auditeurs et ces auditrices-là ont entendu Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu dire « Mais attendez, pourquoi prendre en otage comme ça les Français? Pourquoi faire pression comme ça sur les Françaises et les Français au moment des vacances ?» Vous voyez ? Et donc, ça aussi, ça a été entendu. Et donc, en disant une chose et en même temps son contraire, tu es certain de mettre tout le monde d'accord. Ou plutôt, tu es certain de mettre tout le monde de ton côté, alors même que les gens sont en désaccord. C'est quand même magique. Tu tiens deux positions différentes, de manière à ce qu'il y ait un petit quelque chose pour chacun et chacune dans ta prise de parole. Ça, c'est l'attention sélective. Bon, bien sûr,
c'est l'exploitation plutôt de l'attention sélective. Alors bien sûr, c'est déloyal. C'est déloyal parce qu'en fait, tu as tenu deux positions qui sont contradictoires, donc on ne sait pas ce que tu penses. Que pense réellement le Rassemblement national sur le mouvement des contrôleurs? Est-ce qu'ils le soutiennent ou est-ce qu'ils le fustigent? On ne le sait pas, on n'en sait rien. C'est impossible de le savoir puisqu'ils ont dit deux choses qui sont auto-contradictoires. Donc là, il y a évidemment une véritable... il y a évidemment un véritable problème de déloyauté politique. C'est vraiment un problème de déloyauté politique, puisqu'en fait, tu n'as jamais donné ta position, tu n'as jamais dit ce que tu pensais, tu n'as jamais révélé quelle était ta position, tu n'acceptes pas la responsabilité de ce que... Tu n'acceptes pas de prendre la responsabilité de ce que tu soutiens, tu n'acceptes pas de prendre la responsabilité de ce que tu penses, de ce que tu dis. Tu ne fais que créer une apparence de position avec laquelle tout le monde peut être d'accord. Alors, au-delà de la déloyauté, je vous rappelle que le Rassemblement national, pour le coup, ils ne sont pas les seuls à exploiter ce type de procédé. Ils ne sont pas les seuls à exploiter ce type de procédé. Emmanuel Macron, en 2017, en avait fait la signature de sa campagne. C'est pas pour rien si son mot préféré, c'était « et en même temps ». Il faisait ça en permanence. Sur tous les sujets, il disait une chose et son contraire. Et il était sûr de mettre tout le monde d'accord avec lui, y compris des gens qui pensent des choses radicalement opposées. Bon, donc le Rassemblement national, ils ne sont pas les seuls à exploiter ce biais naturel de l'esprit humain. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que jusqu'à présent, le Rassemblement national s'affirmait et s'assumait comme un mouvement, un parti clivant. Jusqu'à présent, le Rassemblement national, l'extrême droite française, s'assumait, s'acceptait comme un parti clivant. Acceptait de se dire, bon, on a des positions très dures, très franches, très tranchées, qui vont mettre toute une partie de l'électorat contre nous. Mais au moins, celles et ceux parmi les Françaises et les Français qui seront avec nous, ils le seront très fortement et ils voteront pour nous de manière très engagée. C'était jusqu'à présent la stratégie du Rassemblement national, une stratégie d'acceptation du clivage. Comme peut l'avoir aujourd'hui toute une partie de la gauche, à commencer par la France insoumise, qui accepte de soutenir des positions clivantes. On dit ce que l'on pense, on sait que ça va mettre une partie des Françaises et des Français contre nous, mais c'est pas grave, on fait le pari que ça mettra malgré tout la moitié des Françaises et des Français avec nous. C'était jusqu'à présent la stratégie du Rassemblement national. On voit là que le Rassemblement national a changé de stratégie. Il cherche désormais à être ce qu'en sciences politiques on appelle un parti attrape-tout. Ça porte un nom, hein, en anglais « catch-all parties », les partis attrape-tout. Un parti qui cherche à plaire à tout le monde, ou à minima, qui cherche à ne déplaire à personne. Et donc là, on voit ici, dans cet extrait, à quel point la stratégie du Rassemblement national a changé, à quel point est-ce que, en tant que parti attrape-tout, il cherche définitivement à se positionner comme un parti potentiel de gouvernement. Donc il faut prendre conscience de cette stratégie qui désormais est la leur. Et en même temps, oserais-je dire, et en même temps, il ne faut absolument pas être dupe du procédé. Ce qui s'est passé là, c'est que sur la grève, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Ils exploitent, si vous voulez, et si vous me permettez ce moment d'autopromotion, ils exploitent au fond l'art de ne pas dire. Et j'en reviens à ce que je déplore dans le débat politique actuel. Il se résume désormais à un art de ne pas dire. Emmanuel Macron, le macronisme, l'a érigé en méthode de gouvernement, l'a érigé en style de gouvernement, l'art de ne jamais assumer de dire ce que l'on fait. Voilà désormais le Rassemblement national qui s'empare exactement de la même arme, ne pas assumer ce qu'il pense sur un sujet pourtant capital, celui de la grève des contrôleurs. On ne saura pas s'ils la soutiennent ou s'ils préfèrent soutenir les Françaises et les Français qui en souffrent. C'est évidemment une manière de refuser leurs responsabilités. C'est aussi, n'en soyons pas dupes, c'est aussi une stratégie efficace qui, hélas, s'est imposée lors des 2 dernières élections présidentielles. Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça. C'est aussi une stratégie efficace dont on a vu, hélas, qu'elle pouvait... faut que je trouve une manière de conclure.
pas faire gagner des élections, c'est pas assez fort. Voilà. C'est aussi une stratégie efficace dont on a vu qu'elle pouvait, hélas, distordre le débat public au point de faire gagner des élections. Voilà, pas mal. Pas mal, distordre le débat public, pas mal. J'aime bien. Hop là, voilà. Ouais, fastoche, la petite capsule fastoche pour PEMF. Non mais c'est hyper intéressant en vrai. Hein. C'est là j'étais un peu en roue libre. Attends. Hop, toc. Hop, voilà. En fait, c'est ça. Hein. Il faut ban les gens. Ça fait du bien. C'est pas mal parce que tu vois, les gens disent une méchanceté dans le chat. Donc, ça me fait forcément une petite pointe au cœur. Du coup, je les banne et ça me remet Guilleret. Toujours pas d'Aurore Berger alors. Mais attends, Microgood, tu veux... Attends, tiens, regarde. Hop. Microgood, voilà. Je sais pas pourquoi je suis gentil. Hop là, banni temporairement. Voilà, un petit ban temporaire. J'ai pas vu, c'était quoi la méchanceté, je sais plus. Quelqu'un qui a dit « mouais bof ». T'es pas content, tu te casses. Hein, personne vous force à être ici, les amis. Hein. Il est en ban streak, carrément. Carrément. Bref. Le fameux ban to reset mental, exactement. Bref. Ah oui, c'est argumenté ça, exactement. Le stream, tu l'aimes ou tu le quittes. Mais c'est ça, exactement. Oh là, t'es dur, Clément. Oh, ça m'a saoulé. Moi, bof. Ça va, les gars. Hein, c'est bon. Bref. Putain, alors là, attention. Attends, tiens, ça. Hop. Tiens, voilà, ça. Bon, je vais recruter des modos. On va commencer à sévir. Voilà. Toc là. Bref. Non, c'est mérité vu l'historique du garçon. Ah bah voyez, moi je vois, je regarde pas les... Donc, si tu as besoin de plus de modérateurs, si vous voulez candidater comme modo, attendez, je le dis clairement. Point d'exclamation, Discord. Voilà. Déjà, vous pouvez rejoindre notre Discord. Je vous ai mis le lien vous avez le lien là dans le chat. Vous pouvez rejoindre notre Discord, on a un Discord pour la commu. Donc déjà, n'hésitez pas. Si vous êtes des habitués du chat, voilà, des noms connus qu'on voit passer depuis avec plaisir depuis moult semaines, n'hésitez pas à envoyer un petit message, un petit MP au modo du Discord pour voilà, si vous désirez devenir modérateur ou modératrice. Camille, bah écoute, je t'ai vu mettre un message tout à l'heure. Bah n'hésite pas à aller envoyer un petit message au modo sur le Discord. Voilà, on va recruter quelques modérateurs. Et écoutez, hein, on va commencer à sévir. Bon. Et moi, tu me vois pas. Si je t'ai vu, Naïma, mais je vois, je suis moins familier de tes posts. Donc, oui, anonyme, très bien fait. Mais j'ai vu ton message aussi. Mais envoie un petit mot au modérateur sur le Discord. Parce qu'en fait, là, j'ai vu ton message et en fait, j'ai juste pas eu le temps de répondre. Voilà. Il y a des règles précises pour la modération ici. Bah oui, elles sont assez simples, mais manifestement, aucun commentaire sur le physique de personne, jamais. Voilà, donc déjà 1. 2, interdiction absolue de demander au streamer de changer son rythme, donc d'accélérer pour aller sur un sujet. Jamais, tu fais pas ça, tu vois, tu es poli, soit ce que tu entends t'intéresse et tu restes, soit ça t'intéresse pas et c'est pas grave, il y a plein d'autres streams. Donc 2, voilà, ça c'est interdit absolu. 3, évidemment, tout message relevant de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, de la grossophobie, de la misogynie, tous les messages qui ciblent les handicapés. Bon, bref, tout ce qui relève de la haine, de la discrimination, ça vous vaudra un ban, mais alors, validisme, transphobie, absolument, merci, je cherchais les termes. Ça vous vaudra des bans, mais alors très sévères, très rapides, voilà.
Tout ce qui est agressif à l'égard du streamer ou d'autres viewers, vieweuses vous vaudra des bans également. Mais j'ai envie de dire, bon, c'est du savoir-vivre, hein, tout ça. Hein. C'est du savoir-vivre et des valeurs assez universelles en théorie. Voilà. Pour finir, pas d'agressivité à l'égard des responsables politiques, en tout cas pas d'agressivité personnelle, pas d'insultes à l'égard des politiques que l'on commente. On a le droit de s'opposer, y compris de manière très virulente à leurs idées, mais ça n'autorise pas à leur adresser un chapelet d'insultes. Voilà. J'ai envie de dire, normalement, c'est pas si sévère que ça, mais malgré tout. Hein. Et 5, pas les mamans. Oui, absolument, oui, ça, effectivement. Bref. Donc. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ce matin est particulièrement chargé en 10 minutes d'explication. Mais non, mais c'est important. Écoutez, c'est important. Mais tu peux pas te contenter de ban les gens comme ça à la chaîne. Sinon, tu règles jamais le problème. Il faut expliquer, il faut répéter. Voilà. Bref, donc, je reviens sur le Rassemblement national. Donc, j'ai un peu roulé là, mais c'est vraiment important de ce qui est en train de se passer. Hein, cette modification de leur stratégie. Ça vous montre qu'ils sont vraiment dans une perspective de conquête du pouvoir. Et ils exploitent, et en plus c'est difficile de leur reprocher, ils exploitent exactement les mêmes procédés qu'utilisait Emmanuel Macron en 2017. C'est la même chose. Ils cherchent à ne se mettre à dos personne. Et en fait, grosso modo, ce qu'ils se disent, c'est le calcul qu'ils font et qui est d'une limpidité absolue, hein, c'est de se dire le gouvernement va se mettre tout le monde à dos, donc celui ou celle qui sera l'héritier ou l'héritière d'Emmanuel Macron ne pourra pas être élu, parce que le bilan du macronisme sera trop négatif. Je vous rappelle que, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Gabriel Attal lui-même. Je sais pas si vous avez vu passer ça. C'est Jean-Michel Apathy qui a fait une chronique là-dessus dans Quotidien. Jean-Michel Apathy qui a repéré que, bon, c'est pas le seul journaliste de France à l'avoir repéré, mais qui a repéré que dans le Parisien, le Parisien avait publié un off de Gabriel Attal qui disait face aux députés Renaissance, qui disait « Il faut assumer de dire que le bilan des 7 ans de macronisme est mauvais et qu'on s'est trompé. » Oui, ça c'est ce que dit Gabriel Attal. Je cite « Il faut accepter de dire que notre bilan sur ces 7 dernières années n'est pas bon et qu'on s'est trompé. » Ça c'est ce qu'il dit devant les députés macronistes. Le Parisien publie la phrase dans son édition numérique du soir, et dans l'édition imprimée du matin, on ne la retrouve pas. Et entre-temps, il semble qu'il y ait eu un petit coup de fil de l'Élysée. Voilà. Donc, un petit coup de fil de l'Élysée ou de Matignon, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Que leur bilan est mauvais, c'est eux-mêmes. C'est Gabriel Attal lui-même qui dit « Bon, bah, on est au pouvoir depuis 7 ans, notre bilan est pas bon. » Non, c'est vrai ça, absolument. Vous retrouverez facilement, c'est une chronique de Jean-Michel Apathy dans Quotidien cette semaine. Et donc, le pari du Rassemblement national, en fait, il est assez diabolique. Hein. C'est de dire... et la phrase est revenue, non, je sais pas, je crois pas, hein, je crois pas. En tout cas, Jean-Michel Apathy explique que la phrase a été supprimée dans l'édition du matin. Est-ce qu'ils l'ont remise dans l'édition numérique après? Ça, je ne sais pas. Mais du coup, faut-il être clivant ou dans le consensus constant? Mais en fait, c'est un truc... Alors, il faut l'expliquer. Attendez, j'avance. Et je reviens sur Giggs, ta remarque, ta question, elle est légitime. Mais d'abord, je finis. La stratégie du Rassemblement national, elle est assez simple. Ils font le constat que Emmanuel Macron, enfin l'héritier ou l'héritière d'Emmanuel Macron ne parviendra pas à se faire élire. En tout cas, c'est le pari qu'ils font, parce qu'ils partent du principe que le bilan sera trop mauvais et que tout le monde va s'en rendre compte. Petit 1. Petit 2, le Rassemblement national part du principe que la gauche a dévalué sa parole, en grande partie pour des enjeux d'image. Et le fait est que pour l'instant, eu égard à ce qu'on observe dans les sondages, on peut difficilement leur donner tort. C'est vrai que dans la bataille d'image, alors c'est de la communication politique, hein, c'est de la pure com. Sur le fond des propositions, chacun et chacune, on a
on a notre position, notre idée de ce que propose la NUPES et les différentes composantes de la NUPES. Mais le fait est, force est de constater que le conflit sur les retraites, par exemple, n'a absolument pas bénéficié en termes d'image à la gauche, alors que, à la gauche, à la NUPES, et en particulier à LFI, alors que le Rassemblement national, lui, gagnait des points de sympathie, alors même que l'opposition à la réforme des retraites est avant tout passée par la NUPES à l'Assemblée nationale. Donc, le Rassemblement national se dit, le gouvernement, il se rend détestable, à gauche, ils se comportent comme des va-nu-pieds et ils ne parviendront jamais à... C'est le pari qu'ils font. Ils le disent d'ailleurs, ils se comportent comme des va-nu-pieds et ils ne parviendront jamais à gagner le soutien des Français. Bon, c'est le pari qu'ils font. Les Républicains n'existent plus, ils courent soit après Macron, soit avec nous, mais de toute façon, ils n'existent plus. Donc, le Rassemblement national se dit, de toute façon, en 2027, une bonne partie des Françaises diront, autant essayer le RN, c'est les seuls qu'on n'a jamais essayé. Autant essayer le RN, quelque part, ils ont l'air respectables, ils ont changé, on les a pas essayés, pourquoi pas. Et c'est le pari qu'ils font. Et donc là, ils sont dans une stratégie qui est une stratégie de l'absence de clivage, c'est-à-dire ils cherchent plus à... En fait, le Rassemblement national ne cherche plus à convaincre. C'est intéressant de dire ça. Tiens, 1h16. Attendez. 1h16. Attendez, j'arrive. Hein. Pardon, je travaille en même temps. Hein. Je vous ai dit que c'était un travail. Hop. Tiens, voilà, parfait. 1h16. 1h16, voilà. Hop. 1h16. Putain, je sais plus. Ouais. Le RN, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, le Rassemblement national ne cherche même plus à convaincre, ou du moins, le Rassemblement national ne cherche plus avant tout à convaincre. Le Rassemblement national cherche simplement à ne pas s'aliéner les Françaises et les Français. Leur stratégie, ce n'est plus de chercher à convaincre, c'est juste de chercher à ne pas s'aliéner une partie des électeurs et des électrices. Voilà, c'est plutôt ça. Leur stratégie, c'est de tenter de ne pas s'aliéner une partie des électeurs et des électrices. Ils font le pari, bon, je sais pas si ça a lieu de se mettre dans la capsule, on s'en fout. Ils font le pari que ça suffira pour être élu en 2027. Bon. On n'a jamais essayé le RN, bah si, ça se nommait Vichy. Ouais, moi, je suis pas forcément en désaccord avec ça, mais... Bref, donc voilà. Mais et ça, je vous l'ai déjà dit. Hein, je sais qu'une partie, pas tout, mais je sais qu'une bonne partie du chat se vit à gauche, voire se vit LFI. Et je sais que pour vous, ça peut être désagréable à entendre, mais comme je vous le dis tout le temps, il faut être exigeant vis-à-vis de ces responsables politiques, particulièrement exigeant vis-à-vis des responsables politiques qui ont votre soutien. Ils défendent vos idées, ils portent vos valeurs et vos intérêts, et à ce titre, ce sont eux qui sont redevables à votre égard. C'est pas vous qui leur devez votre soutien inconditionnel, ce sont elles et eux, responsables politiques, qui vous doivent d'être irréprochables, qui vous doivent, irréprochables au sens politique du terme, qui vous doivent de porter, d'ailleurs pas que politique, politique et morale, mais ce sont elles et eux qui vous doivent de porter vos idées efficacement. Et donc soyez exigeants vis-à-vis des responsables politiques qui ont votre faveur. C'est pas parce que vous soutenez leurs idées que vous devez, elles et eux, les soutenir mordicus. Il faut être capable de dire, navré, mais je me reconnais dans les idées que vous défendez et je vous remercie de les défendre, mais par contre là vous faites de la merde. Là, navré, mais c'est pas, les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons et votre communication politique, elle est en train d'envoyer nos idées dans le mur. Et il faut être capable de le dire. Et notamment quand je vois l'attitude d'une partie hein, des militantes et militants LFI qui soutiennent mordicus les choix d'une partie des responsables, quand bien même c'est des choix qui en termes soit de communication, soit même en termes de fond, me semblent absolument indéfendables.
je pense que vous vous tirez à vous une balle dans le pied, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de savoir faire pression sur un mouvement dont on soutient les idées, mais dont on estime que les responsables politiques, ou une partie d'entre elles et d'entre eux à minima, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Genre Quatennens, bah moi par exemple, j'ai pas trop fait mystère. J'ai pas trop fait mystère du fait qu'un homme qui tape sa femme, pour moi, il a rien à faire dans un mouvement de gauche. Vous voyez, ça par exemple, j'en ai pas trop fait mystère. Mais après, bon, c'est que moi. Tu desserres ta cause bien paternaliste. Non, c'est pas paternaliste, c'est pas vrai. C'est être exigeant, au contraire, quoi. C'est être exigeant vis-à-vis de ses responsables politiques. Il faut savoir faire la disjonction, mais je l'ai dit à de multiples reprises, mais pour moi, c'est très important. Il faut savoir faire la disjonction entre les idées et les personnes qui les portent. Vous savez, les systèmes, comme dit le proverbe, les cimetières militaires sont pleins de soldats irremplaçables qu'on est pourtant parfaitement parvenu à remplacer. Donc moi, j'y crois pas aux soldats irremplaçables. Oui, c'est vrai, il a fait ça, mais bon, il a payé sa peine, et puis on peut pas se passer de lui. Moi, j'y crois pas un instant. Tu frappes ton ou ta compagnon une fois, c'est dehors, c'est tout. C'est ma position. En fait, c'est ma position. En fait, mais après, moi, bon voilà, j'ai une tolérance, zéro absolue à l'égard des hommes qui frappent leurs femmes. Je considère qu'il n'y a pas. En fait, je considère qu'il n'y a pas de contexte. En fait, oui, mais il y a le. Non, moi, je considère qu'il n'y a pas de contexte. Je considère que il n'y a pas de contexte qui justifie de frapper sa femme. Il y en a pas, en fait. Il n'y a pas de. Donc voilà, pour moi, c'est disqualifiant, vraiment. Surtout de la part de personnes qui prétendent porter des revendications féministes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, donc non, il n'y a pas de « t'as payé ta peine ». Oui, t'as payé ta peine au regard du droit. Mais en fait, à un moment donné, il faut aussi se souvenir que la politique vient avec un devoir d'exemplarité. Et que en fait, c'est une chose de dire j'ai payé ma peine du point de vue du droit et de la société. Enfin, oui, c'est ça. J'ai fait ma peine, j'ai payé le prix de mon acte du point de vue du droit et de la société. C'est pas pour ça que tu peux revenir t'engager en politique. Pour moi, l'engagement politique, il doit venir avec une forme d'exemplarité. Tu te dois à minima d'incarner les valeurs que tu prétends porter. Et pour moi, il y a des choses qui te disqualifient. Mais bon, l'exemplarité, manifestement, c'est une valeur qui n'a plus les faveurs du moment. Écoutez, bon, voilà, je vous dis ce que je pense, hein, vous êtes libre d'en penser ce que vous voulez. Bertrand Cantat, on pourra en parler autant que vous voulez. Ça pose d'autres problèmes, mais il n'est pas engagé en politique. Pour moi, il y a quand même... En fait, l'engagement en politique, il est quand même spécifique, quoi. C'est-à-dire que tu prétends être tu prétends défendre des valeurs, les porter, et donc les incarner. Comment est-ce que tu peux faire confiance ? Enfin, tu vois, c'est la politique, en tout cas telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie représentative, elle vient avec un devoir d'exemplarité. Pourquoi ? Parce que comment tu peux faire confiance à un homme ? En fait, comment tu peux faire confiance à un parti qui a témoigné d'une forme de laxisme vis-à-vis d'un homme violent envers sa femme ? Comment tu peux faire confiance en ce parti pour, derrière, s'il parvenait au pouvoir, être réellement engagé de manière résolue et incompressible sur la question des violences faites aux femmes? Tu peux espérer que, bon, voilà, mais non, enfin voilà, ça vient avec un devoir d'exemplarité, quoi, selon moi. Bref. Et Joël Guérido, non mais bon. Non mais bon, c'est les dingues absolus. Attendez, Joël Guérido, c'est le mec, c'est le chantage à la sextape, on est d'accord? Joël Guérido. Ah non, Guérillo. Attendez, ah non, je confonds. C'est qui ce gars-là? Je confonds, c'est quoi? Ah oui, c'est le sénateur. Non mais lui, mais je sais pas quoi. Enfin, bref. Non mais je sais pas quoi vous dire. Non. Gaël Perdriau, pardon, le maire de Saint-Étienne.
Non mais Joël Guerrillo, non mais la dingue absolue quoi. Le type qui a tenté de, le sénateur qui a tenté de violer une députée en la droguant à l'ecstasy, non mais dingue absolue. Enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez? Moi Écoutez, comme je le dis souvent sur ce stream, soutien à toutes les victimes, on les croit hommes violents, agresseurs, harceleurs, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Voilà, foutez le camp, vraiment, vous n'êtes les bienvenus nulle part d'ailleurs. Si on pouvait se débarrasser de ça. Bref.